vais commencer par remercier Birte et puis l'ensemble des organisateurs du colloque pour ces rencontres-là. Je trouve que les débats sont vraiment passionnants. Et ce d'autant plus que, comme l'a très justement dit Lilian Bérillon tout à l'heure, je viens de Paris, donc je n'y connais strictement rien à la vigne. Mais c'est super, j'apprends plein de choses. Et donc ce matin, je suis là pour vous présenter l'Observatoire agricole de la biodiversité. Alors on en a déjà entendu parler plusieurs fois hier. Donc j'espère que je vais quand même vous apporter un peu d'informations, que tout le monde ne connaît pas déjà cet observatoire. Le principe, donc juste peut-être en point de départ, ça je vais aller vite parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. La biodiversité en général, c'est ce qu'on peut appeler une alliée mystérieuse pour l'agriculture. J'ai repris ce terme alliée mystérieuse de Olivier Billot qui a travaillé sur l'Observatoire agricole de la biodiversité. Donc allié, c'est un terme qu'Adrien Ruche a employé hier. Donc au moins une partie de la biodiversité peut avoir un rôle fondamental pour la production agricole avec cette notion de service écosystémique. Et j'avais repris l'exemple des chauves-souris sans même avoir vu la présentation d'Adrien, mais c'était un petit peu couru d'avance qu'il allait utiliser cet exemple. Et puis il y a le côté mystérieux. Mystérieux, je pense que ça, Marc Dufumier nous l'a bien dit juste à l'instant. Les systèmes naturels sont complexes. Hier, on a entendu parler de l'Internet du sol. En fait, l'ensemble de la biodiversité, c'est un réseau d'Internet avec beaucoup de compartiments qui sont tous reliés les uns les autres de façon plus ou moins directe. Et dès qu'on touche à un compartiment, on peut avoir des conséquences en cascade sur les autres compartiments. Et ça doit faire à peu près 150 ans qu'il y a des écologues qui étudient ces systèmes, en appelant ça de l'écologie ou pas. En 150 ans, on a compris beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous reste encore beaucoup de choses à comprendre, peut-être plus que ce qu'on a compris. Et donc, on reste quand même un petit peu dans le mystère. Et en particulier, pour ce qui concerne les espèces qu'on peut trouver en milieu agricole, peut-être qu'on connaît assez bien les ravageurs. Alors, quand je dis assez bien, tout est relatif, notamment parce qu'on a des outils pour essayer de caractériser où ils sont, à quel moment, en quelle quantité. Mais on connaît beaucoup moins bien les autres organismes, et notamment les organismes auxiliaires. Alors, on peut connaître la liste des espèces qui sont des auxiliaires potentiels pour une culture, mais on a encore beaucoup de mal à savoir où sont ces auxiliaires, en quelle quantité, à quel moment, comment ils sont influencés par les variables de l'environnement, à part dans quelques exemples très particuliers, des études faites par des chercheurs, comme on a eu des exemples hier, par exemple, avec les présentations d'Ilona Leyer et Adrien Ruche. Et alors, une possibilité pour essayer de mieux connaître l'ensemble de la biodiversité, c'est que l'ensemble de la population étudie cette biodiversité, et en particulier les agriculteurs, et encore plus en particulier, dans le cas du vignoble, les viticulteurs. Donc cette approche-là, c'est le principe général des sciences participatives pour la biodiversité. Donc travailler ensemble entre des chercheurs professionnels et d'autres personnes intéressées par les questions de biodiversité pour essayer de mieux connaître, mieux comprendre la biodiversité. Et c'est l'objet en particulier de cet Observatoire agricole de la biodiversité, qui est un programme à destination du monde agricole et donc des agriculteurs. Alors, cet observatoire, il est inclus dans un programme plus vaste qui s'appelle Viginature, qui regroupe une vingtaine de programmes à destination de tout type de public, des personnes qui ont des très fortes compétences naturalistes et qui sont capables d'identifier toutes les espèces très bien, et puis des personnes qui connaissent pas du tout la nature au début, mais qui ont envie de s'y intéresser. Et on propose, au sein du Muséum national d'histoire naturelle, dans ce programme Viginature, des façons d'aller observer la biodiversité et d'aller la mesurer dans la nature. Et parmi la diversité de ces observatoires, il y en a qui sont à destination des professionnels, par exemple les gestionnaires d'espaces verts et donc aussi les agriculteurs. Donc cet observatoire agricole de la biodiversité, le principe c'est de proposer aux agriculteurs et plus généralement au monde agricole des protocoles d'observation de la biodiversité ordinaire. Alors dans cette phrase, le terme protocole est important. L'idée étant que tout le monde essaye d'observer la biodiversité de la même manière
pour qu'on puisse ensuite faire des comparaisons entre différents endroits et aussi dans le temps. Si une personne observe 10 abeilles dans sa parcelle et une autre personne observe 10 abeilles dans sa parcelle, si la première personne a passé la journée à trouver 10 abeilles et que la deuxième personne a mis 2 minutes pour observer 10 abeilles, on sent bien qu'il n'y a pas la même quantité d'abeilles dans les deux parcelles. Donc c'est important de faire les choses de la même façon pour pouvoir comparer. Vous pourrez trouver tous les détails sur cet observatoire agricole de la biodiversité à cette adresse. Alors, ce réseau, il existe, il a été testé en 2011. Il a vraiment commencé à fonctionner depuis 2012. Et depuis 2012, il y a plusieurs milliers de participants qui ont envoyé des observations, donc pour un total de plus de 3000 parcelles pour lesquelles on a des observations au cours du temps, distribuées de façon un peu représentative de la distribution des différents types de cultures à l'échelle de la France. Donc c'est représentatif, mais avec des biais, notamment vous avez des biais sur des systèmes de culture où vous avez beaucoup de gens en agriculture biologique qui participent à cet observatoire, en tout cas plus que la proportion à l'échelle française, ce qui traduit le fait que les gens qui participent ont peut-être au départ un intérêt pour la biodiversité. C'est même évident, puisque je ne l'ai pas dit, mais la participation est complètement fondée sur le volontariat. Ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un observatoire qui au départ est proposé par le ministère de l'Agriculture et animé par le Muséum national d'histoire naturelle, par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, avec du soutien aussi de l'Université de Rennes pour ce qui est de l'étude des vers de terre. Voilà, donc vous avez ici la carte des participations. Ce réseau, ou cet observatoire, il fonctionne aussi avec des réseaux locaux d'animation qui sont là pour aider les participants, les participantes, leur montrer comment fonctionnent les protocoles d'observation. Donc les chambres d'agriculture, bien sûr, sont très impliquées, mais vous avez d'autres types de structures qui assurent des animations locales. Donc vous avez une carte ici et la liste des structures. Et en particulier, donc, puisqu'on parle de vignobles aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'éléments qui suggèrent que le monde de la viticulture est impliqué dans cet observatoire. Donc on a vu des exemples hier. Quelques chiffres ici. Dans les réseaux d'animation, on en a 36 qui incluent au moins en partie des exploitations en viticulture. 183 exploitations avec au moins en partie de la viticulture aussi qui ont envoyé des données pour 273 parcelles. Vous avez aussi dans l'Observatoire agricole ce qu'on appelle des sites de démonstration, qui sont des endroits où des personnes qui seraient intéressées par participer à cet observatoire peuvent venir se renseigner, se voir démontrer comment fonctionnent les observations. Et dans ces sites de démonstration, vous avez beaucoup de lycées ou de structures d'enseignement agricole, parmi lesquelles certaines sont orientées sur la viticulture. Et puis vous avez d'autres structures, des fois des exploitations, qui sont des sites de démonstration, qui sont aussi liés au vignoble. Et enfin, le dernier mais pas le moindre, vous avez eu la signature d'une convention avec le syndicat des vignerons du Côtes-du-Rhône en 2019. Donc c'est arrivé juste avant la crise sanitaire, ça a un petit peu mis un frein au fonctionnement de cette convention, mais qui reste quand même très très active. J'en veux pour preuve le nombre de participants. Donc ici vous avez une carte qui est peut-être pas exhaustive, mais qui vous donne quand même une idée de l'ensemble des parcelles pour lesquelles il y a eu des données récoltées. Je pense qu'on retrouve ici quelque part par là l'AOP Ventoux par exemple, dont on a entendu parler hier, et je ne vais pas me risquer à donner des noms d'autres appellations, mais je suis sûre que ici vous reconnaissez vos petits sans problème. Je ne vous parle pas tout de suite des groupes qui sont étudiés parce que c'est la diapo suivante. Donc, l'idée de cet observatoire-là, c'est de proposer des méthodes standardisées d'observation de la biodiversité en choisissant des groupes qui sont potentiellement d'intérêt pour l'agriculture en général. Donc, vous avez un protocole qui permet de suivre les abeilles, et des abeilles sauvages, en particulier les abeilles solitaires, un autre pour les papillons. Donc, ce sont deux groupes qui sont potentiellement impliqués dans la pollinisation. Donc, pour la vigne, c'est un peu moins important.
Et les papillons, on sait qu'ils sont très affectés par la structure du paysage. Une possibilité de suivre les chauves-souris qui sont impliquées dans le contrôle biologique. Une possibilité de suivre la faune sur le sol, notamment les coléoptères, dont les carabes et les mollusques. Et un protocole pour suivre les vers de terre. Donc, tous ces protocoles sont des versions qui permettent de faire les choses de la même façon, quel que soit l'observateur. Je vais vous donner un peu plus de détails après. Ils permettent aussi d'avoir une estimation de la diversité des groupes qu'on observe. Alors, bien sûr, à la fin, on n'arrive pas avec une liste d'espèces. Parce que pour être capable de caractériser les espèces, spécifiquement chez les insectes et spécifiquement chez les coléoptères, où il y a vraiment des milliers d'espèces, il faut des années, voire des dizaines d'années d'expérience. Et ça, quand on commence l'Observatoire agricole de la biodiversité, en général, on ne les a pas. Mais ça permet de très bien caractériser l'abondance, combien est-ce qu'il y a d'abeilles, combien est-ce qu'il y a de vers de terre, et ça donne une bonne idée de la diversité présente, même si on n'est pas capable d'identifier les espèces. Un autre point important dans les observations, c'est qu'elles sont non destructrices. C'est uniquement des protocoles qui permettent d'observer sans détruire. Je vous donne quelques éléments plus concrets sur à quoi ressemblent les protocoles, ça va trop vite. Pour les vers de terre, par exemple, il s'agit de regarder dans 3 endroits de 1 mètre carré. Alors, quand on est en enherbement permanent, il faut décaper un peu le sol quand même pour voir les vers de terre. C'est le petit côté destructeur. Le principe, là, c'est d'arroser le sol avec une solution de moutarde qui est irritante et qui fait remonter les vers de terre, de compter les vers de terre qui remontent et de les classer dans quelques groupes écologiques. Ça, à fréquence, alors ici, c'est plutôt une recommandation pour la grande culture avec de la rotation, mais ce n'est pas nécessairement tous les ans qu'on fait les observations. Pour les organismes qui vivent sur le sol, le principe ici, c'est de poser une planche en bois, plusieurs planches en bois en l'occurrence, dans la parcelle ou en bordure de parcelle, et de venir régulièrement relever cette planche pour voir quels sont les organismes qu'on trouve et d'essayer de les identifier à partir d'une clé d'identification qui est fournie. Encore une fois, on n'identifie pas les espèces, mais on peut les classer dans différents grands groupes. Donc c'est surtout les coléoptères et les mollusques qu'on va identifier, mais c'est possible aussi de dire quand on trouve des reptiles ou des micro-mammifères. Voilà. Pour les abeilles sauvages, c'est le protocole que vous a présenté Ilona Leyer hier. On utilise des nichoirs qui sont constitués de tubes en carton dans lesquels ces abeilles vont venir pondre et on reconnaît l'occupation par le fait qu'elles bouchent le tube en carton. Et on peut avoir une idée de la diversité présente parce que différentes espèces vont utiliser différents matériaux pour boucher ces tubes. Pour les papillons, il s'agit cette fois-ci de faire ce qu'on appelle un transect. Donc on marche pendant 10 minutes le long de la parcelle et on compte et on essaye d'identifier au maximum les papillons rencontrés dans un volume autour de soi. Encore une fois, avec un petit guide d'identification. On n'est pas toujours capable d'identifier les espèces, mais quand même, on identifie une certaine diversité. Et enfin, le dernier protocole, qui est le plus récent, qui a été testé en 2019, c'est un protocole qui permet de faire du comptage et de l'identification de chauves-souris. Alors là, pour le coup, c'est un protocole qui permet d'identifier, dans presque tous les cas, les espèces. Il est basé sur l'enregistrement des ultrasons que les chauves-souris émettent en se déplaçant autour de la parcelle. Et il se trouve que la signature sonore ou ultrasonore de ces chauves-souris permet d'identifier les espèces. Et donc là, le protocole en lui-même est relativement simple. Il suffit juste de placer un enregistreur au milieu de la parcelle et de le laisser pendant une nuit. Les étapes derrière sont un petit peu plus lourdes parce qu'il faut récupérer les données qui sont très volumineuses et les envoyer sur un site internet qui va faire de l'identification automatique à partir de la signature sonore des chauves-souris. Donc là, il faut disposer d'une bande passante quand même assez importante parce qu'il y a des gros volumes de données qui sont récoltés. Donc ce protocole étant relativement récent, pour l'instant, il n'y a pas eu d'analyse des données, donc je ne vais pas vous en parler beaucoup plus.
Je vous signale juste, par exemple, que dans le cas des Côtes-du-Rhône, les espèces les plus contactées sont ces deux-là, la noctule de l'Essler et le grand rhinolophe, qui sont des espèces prioritaires pour la conservation en France. Alors, dernier point, dans ce protocole, on ne fait pas que observer la biodiversité, on donne aussi des informations sur les pratiques dans les parcelles et également sur le paysage alentour. Donc, par exemple, les participants et les participantes doivent dire quelle est la surface de la parcelle, quel type de production, la culture en place, les traitements, le travail du sol, une petite description simplifiée du paysage aux alentours, comment sont gérées les bordures, quelques variables qui dépendent du type de culture. Donc, par exemple, dans les vignes, on va donner des informations sur ce qu'il y a de l'enherbement en interrant ou de l'enherbement complet. Et puis, des variables environnementales dépendantes du protocole. Par exemple, quand on suit les papillons, c'est important de savoir quelle température et quel ensoleillement il faisait. Voilà. Et donc, à partir de tout ça, on a eu un travail d'analyse de ces données qui s'est fait dans le cadre de la thèse d'Olivier Billot, qui a été financée par le Crédit Agricole, où il s'est posé la question de quelles étaient les variations au cours du temps qu'on observait dans ces différents groupes de biodiversité. Et est-ce qu'on pouvait faire un lien entre ces variations au cours du temps et les pratiques agricoles ou les caractéristiques du paysage autour des parcelles. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit focus sur ce qu'on a trouvé spécifiquement en viticulture. Vous avez ici le nombre de parcelles suivies pour les différents groupes. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous parler des vers de terre parce que 85 parcelles, d'un côté c'est beaucoup, mais quand il faut faire des analyses statistiques, finalement, ce n'est pas tant que ça. Mais je vais vous parler des 3 autres groupes. Et avant de commencer à vous parler de la viticulture, juste quelques résultats généraux sur les grandes cultures. Donc, première chose, c'est que ça a commencé vraiment en 2012, ce suivi. Et Olivier a fait sa thèse à partir de 2017-2018, donc il a analysé les données jusqu'à cette date-là. En moins de 10 ans, on observe déjà des changements de biodiversité dans les parcelles. Et ces changements, malheureusement, vont dans le sens de tout ce qui vous a été dit jusqu'à maintenant. Globalement, c'est plutôt des diminutions d'abondance au cours du temps. Mais pas toujours. En fait, ça peut dépendre à la fois des pratiques et du paysage. Et donc, par exemple, dans les grandes cultures, alors sur ces graphiques, vous avez l'abondance moyenne qu'on observe pendant une période d'observation, en fonction des années d'observation, pour les papillons, pour les abeilles solitaires. Et les différentes couleurs vous représentent une synthèse des pratiques dans les parcelles. Quand vous êtes dans les jaunes, on est plutôt des parcelles qui utilisent peu de pesticides et peu de fertilisation minérale, les deux étant souvent corrélés. Et quand on va vers le rouge, on a plutôt beaucoup de pesticides, beaucoup de fertilisation minérale. Et donc le schéma général, c'est que vous avez une tendance à la diminution, mais cette diminution, elle est plus rapide quand vous avez plus de pesticides et plus de fertilisation minérale. Bon, vous allez me dire, pas très surprenant comme résultat. C'est vrai, mais c'est la première fois qu'on le démontre à l'échelle d'un pays entier et sur un pas de temps aussi court. Alors en revanche, pour les vignes, ça ne se passe pas exactement de la même façon. Notamment, alors les papillons sont aussi en déclin en viticulture. Les abeilles étaient plutôt stables, mais par exemple pour le groupe des coléoptères, qui inclut les carabes, on est plutôt dans une tendance à l'augmentation, et ça, quelles que soient les pratiques et le paysage autour. Et puis, on retrouve des choses assez connues. Donc, par exemple, si on compare les parcelles selon le degré d'enherbement, pour tous les groupes, on retrouve une abondance plus élevée dans les parcelles avec un enherbement complet par rapport à des parcelles avec un seul nid. Donc là encore, je ne vous apprends rien, mais c'est très rassurant de retrouver des choses connues avec cet observatoire. Ça souligne qu'on a de la donnée de qualité qui est utilisable. Et alors là, on a un résultat qui est très surprenant. Donc, je vous ai dit, dans les grandes cultures, la biodiversité décline, et ça décline d'autant plus fort qu'on a une agriculture intensive, pour caricaturer. Et en viticulture, pour les papillons, c'est le contraire. La biodiversité décline, ça c'est la tendance générale, mais ça décline plus vite
là où on a peu de pesticides et ou de fertilisation minérale. Alors c'est un résultat qui nous laisse perplexes, hein, on n'arrive pas très bien à l'interpréter, mais qui n'est pas incohérent avec d'autres choses qu'on sait par ailleurs. On a fait des études par exemple dans les jardins privés et l'utilisation de produits phytosanitaires dans les jardins privés. Et il se trouve que pour les papillons, des fois, il y a plus de biodiversité quand les gens utilisent plus de fongicides. Et comme en viticulture, il y a pas mal de fongicides qui sont utilisés, c'est un résultat qui rappelle l'autre. Bon, attention, je ne suis pas en train de vous dire, allez-y, mettez plein de pesticides et vous allez sauver les papillons. Clairement, il reste des choses à comprendre ici. Mais la viticulture semble ne pas se comporter comme les grandes cultures. Voilà. Des éléments sur le paysage aussi. Donc, je vous mets juste un exemple pour la viticulture, mais on a retrouvé les résultats présentés par Ilona Leyer et Adrien Ruch hier sur l'importance du paysage également pour le maintien de la biodiversité et ses changements au cours du temps. Et notamment, en viticulture, l'abondance des abeilles sauvages. Vous avez la courbe en vert foncé ici. Quand on est proche d'un bois, elle a tendance à augmenter au cours du temps, alors que quand on est éloigné d'un bois, on a quelque chose de contraire, les abeilles sont en déclin. Ce qui est un petit peu, c'est pas tellement surprenant, mais dans les prairies, on trouve le phénomène contraire, c'est-à-dire que les abondances des abeilles ont plutôt tendance à décliner quand on est près d'un bois et augmenter quand on est éloigné d'un bois. Mais ce n'est pas surprenant parce que les abeilles qu'on va trouver dans les prairies, c'est plutôt des abeilles qui sont spécialisées sur ces milieux ouverts, et avoir des bois à proximité, ce n'est pas forcément un habitat qu'elles peuvent utiliser. Alors qu'en viticulture, on peut imaginer qu'on a des abeilles qui sont plus spécialisées sur ces milieux un peu boisés. Voilà. Je me rends compte que je suis allée beaucoup trop vite, j'approche de la conclusion. Donc, en conclusion, je peux tout vous afficher, ces données de l'Observatoire agricole de la biodiversité, donc comme je vous l'ai dit, ça permet de caractériser les changements de la biodiversité et de les relier aux pratiques. C'est vraiment une des premières fois qu'on est capable de le faire à l'échelle d'un pays entier et sur un pas de temps de quelques années comme ça. Il y a quand même pas mal de points d'attention, d'éléments auxquels il faut faire attention quand on analyse ça. Donc, on a beaucoup de parcelles, on a 3000 parcelles. Mais toutes les parcelles n'ont pas suivi tous les groupes taxonomiques. Je ne l'ai pas dit, mais la participation à l'observatoire n'implique pas de suivre les 5 groupes. On peut choisir un seul groupe. Et c'est sans engagement également, cette participation. Vous pouvez faire une fois et puis vous rendre compte que finalement, ça ne vous intéresse pas et arrêter. Donc, pour un groupe en particulier, on reste avec quelques centaines de parcelles, ce qui est vraiment énorme. Hein. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut faire en tant qu'équipe de recherche avec nos moyens. Mais ça reste quand même très peu, surtout quand on considère toute la diversité des types de cultures et des systèmes de culture à l'intérieur de chacun des types de cultures. Donc, on essaye de généraliser, mais il faut faire attention à ne pas trop généraliser non plus. C'est ce qu'on appelle des approches corrélatives, c'est-à-dire qu'on regarde la variabilité de la biodiversité, on regarde la variabilité des pratiques et du paysage, et puis on met les deux ensemble et on interprète un petit peu ça comme une relation de causalité. On n'a vraiment pas démontré une relation de causalité, on a juste regardé une corrélation. Donc il y a besoin d'aller creuser derrière pour démontrer la causalité. Et puis, dernier point qui est très important, c'est que cet observatoire, au départ, il était construit pour les agriculteurs, pour qu'ils essayent de comprendre les effets de leurs pratiques sur la biodiversité. Et Olivier Billot, dans le cadre de sa thèse, donc, il a analysé ces données et puis il a aussi fait un travail très important en sociologie pour comprendre comment les différents participants à l'Observatoire agricole, aussi les animateurs de réseau, les animateurs au niveau national, voyaient le fonctionnement de l'OAB. Et les agriculteurs, ils ont trouvé des points positifs à cet Observatoire agricole de la biodiversité, mais ils ont dit moi, vos résultats, je ne peux pas m'en servir pour changer mes pratiques. Par exemple, vous nous sortez des relations entre pratiques et changement de biodiversité dans les grandes cultures.
Moi, je ne fais pas de la grande culture, je fais du maïs irrigué. Qu'est-ce que ça change de faire du maïs irrigué et comment est-ce que je peux adapter mes pratiques à mon contexte? Et donc ça, clairement, on est en limite là de ce qu'on peut faire avec l'Observatoire agricole de la biodiversité. Notre objectif en tant que chercheur en écologie, c'est d'essayer de trouver des lois générales. Donc on essaye de généraliser et on trouve des tendances générales à l'échelle nationale. Malheureusement, c'est des résultats qui ne sont pas très opérationnels pour les agriculteurs. Donc la prochaine étape, en fait, c'est d'essayer d'aller plus loin et de proposer des outils qui permettent aux agriculteurs, aux viticulteurs, à vous, de vraiment tester est-ce qu'un changement de pratique a un effet sur la biodiversité ou pas. Donc hier, on a eu une interpellation sur le fait qu'il y avait un manque de lien entre la recherche et les acteurs de terrain, qui est très vrai. Et il y a plusieurs solutions pour essayer de refaire du lien. Ce colloque en est un. Mais une possibilité aussi, c'est que vous essayiez de vous passer des chercheurs et que vous fassiez la recherche vous-même. Parce que vous êtes super créatif, super innovant, vous proposez plein de nouvelles pratiques, beaucoup plus que ce que le monde de la recherche va pouvoir tester. On ne peut pas tester, donc je ne sais pas, on a entendu hier par exemple le rôle de la luzerne d'Arabie. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un programme de recherche qui soit allé regarder. Est-ce que la luzerne d'Arabie, ça fait quelque chose sur la vigne, ça fait quelque chose sur la biodiversité? Et pourtant, ce serait super important de le faire. Donc l'idée, là, c'est de proposer un outil qu'on appellerait une plateforme agriculture et biodiversité, qui soit à la fois un outil d'échange entre agriculteurs sur les questions de relations entre pratique et biodiversité, et un outil aussi pour mettre en place des tests expérimentaux, par exemple en utilisant l'Observatoire agricole de la biodiversité, les protocoles proposés, mais pour aller plus loin et pouvoir tester à l'intérieur d'une exploitation, qu'est-ce qui se passe quand je change de pratique? Est-ce que ça change la biodiversité et dans quel sens? Alors cet outil n'existe pas encore malheureusement, mais il est en cours de construction, en cours de réflexion. Donc c'est le bon moment, si vous avez des suggestions de ce que, d'une part, est-ce que ça peut être utile ou non? Si vous nous dites non, on va arrêter. Et si ça peut être utile, qu'est-ce que vous verriez dedans qui peut vous être utile? Voilà, et je termine, en fait je vais tenir les 30 minutes, peut-être pour faire le lien avec la présentation suivante de Katharina Adler, pour vous dire qu'on continue à travailler spécifiquement cette fois-ci sur les vignobles, dans le cadre d'un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, qui s'appelle le projet VitiBird, qui est une étude pour essayer de comprendre les effets des pesticides sur les oiseaux dans les vignobles. Donc il y a plusieurs façons par lesquelles ça va être fait. D'une part, on va s'appuyer sur d'autres programmes de sciences participatives, notamment le suivi temporel des oiseaux communs et un suivi de la biodiversité qui s'appelle le suivi des effets non intentionnels des pratiques agricoles. On en a entendu parler hier aussi. Et vous avez dans la salle Victor Dupuis qui est l'animateur si vous avez des questions sur cet observatoire-là. Croisez ça avec les données nationales de la base nationale de vente des pesticides pour essayer de voir est-ce que dans les endroits où on vend plus de pesticides, on a des tendances temporelles de l'abondance des oiseaux qui sont différentes. Et donc ça va être le travail de la thèse de Milena Quero qui est présente aujourd'hui, si vous avez des questions, sur la base d'un travail qu'elle a déjà effectué pour l'ensemble de l'agriculture avec Anne-Christine Monet, présente également. Mais spécifiquement, on va regarder sur les vignobles. Et il y aura une deuxième phase de collecte de plumes, à la fois dans des vignobles et dans d'autres régions agricoles, et ensuite de dosage de substances dans ces plumes pour essayer de comparer qu'est-ce qu'on retrouve comme substance et comment est-ce que c'est corrélé avec l'état de santé des individus qui ont été capturés. Et donc là, je fais un petit appel à contribution. Alors c'est un peu compliqué parce que pour collecter des plumes, il faut des gens qui aient un diplôme qui les autorise à capturer des oiseaux. Mais si vous êtes intéressé par éventuellement que quelqu'un vienne capturer des oiseaux dans votre vignoble, vous pouvez me le signaler. Sans garantie, parce qu'il faut qu'on trouve la personne qui a le droit de venir capturer pas trop loin de chez vous, mais c'est une possibilité. Et donc, ça va être sur les merles et les mésanges charbonnières.
Voilà, et je vais m'arrêter là. Je remercie très fortement toutes les participants et participantes à l'Observatoire agricole de la biodiversité. Sans ces personnes-là, rien de ce que je viens de vous présenter ne serait possible. Mes collaborateurs et collaboratrices que j'ai déjà mentionnés. Et puis merci beaucoup pour votre attention.